Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai présenté ici une sociologie des modèles avec une application pour la médecine. Alors, quand on se penche sur les modèles, eh bien, on peut emprunter une réflexion sociologique, c'est-à-dire qui va s'interroger sur eh bien, l'existence du modèle dans une communauté scientifique avec une certaine forme de traduction entre différentes disciplines et communautés et, par exemple, des controverses qui permettent l'émergence et la stabilisation d'un modèle, notamment un modèle scientifique. Et donc on peut prendre plusieurs positions au travers de cette épistémologie, de cette sociologie des modèles, en interrogeant une période des années 30 à 60 sur les relations des modèles à différents facteurs, notamment institutionnels, en prenant, en s'appuyant sur la pensée de Robert Merton, une sociologie des années 70 avec le programme Ford, David Bloor, alors qui s'éloigne un peu l'idée même du modèle, mais qui vraiment est importante à préciser pour comprendre comment la sociologie s'est scientificisée ou a voulu le devenir scientifique. Et puis une sociologie des années 80 avec une microsociologie constructiviste de Ray Collins. Et puis depuis 85 au moins une théorie de l'acteur réseau, notamment par Michel Calon et Bruno Latour. Et donc on voit comme ça qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs styles de pensée. On a avant même Robert Merton qui est en bas à droite, on a en bas à gauche Ludwig Fleck qui proposait une genèse et développement d'un fait scientifique, donc expliquait bien que le fait scientifique dépendait de groupes de scientifiques organisés en collectifs de pensée avec des styles, et qui ont dans ces styles des normes, des concepts, certaines pratiques spécifiques. Et puis on voit qu'au fil des années se développe au travers de Merton, avec Merton là, une sociologie des sciences, on va le voir par la suite, et puis qui petit à petit s'applique à des acteurs de plus en plus précis qui sont pris dans des controverses, comme on peut le voir dans la sociologie des controverses scientifiques de Dominique Reynaud. Alors, si on essaie de retracer quelques courants de la sociologie, on voit que c'est quand même très complexe, les influences mutuelles qui peuvent exister entre chaque. Si on dans cette présentation, on va se pencher vraiment sur trois évolutions qui sont bien sûr non linéaires. Ce schéma est vraiment résumé, mais avec l'idée de Merton de créer une sociologie des sciences basée sur un certain nombre de principes, de développer un programme fort, notamment avec David Bloor et Barnes, autour d'un programme empirique du relativisme, et puis dans le même temps le développement des controverses avec notamment Ray Collins, et puis une sociologie vraiment qui va être basée sur la pensée de Latour et Calon qu'on va développer par la suite. Alors si on se penche sur cette première pensée des sociologies des années 30 à 60, autour de la sociologie des sciences, c'est l'idée d'interroger le modèle comme ayant un certain nombre de relations pour que son développement et son maintien dans une communauté se fassent, notamment parce qu'un modèle est soumis à des lobbies professionnels. Pour donner un autre exemple, il y a une course, un prestige, une reconnaissance chez le scientifique qui va tenir un modèle, et puis les notions de démocratie, aujourd'hui on dirait de science ouverte, sur comment on fait que ce modèle puisse se développer de manière la plus démocratique possible. On peut aussi interroger dans ce genre dans ces décennies-là, on interrogeait le lien que peut avoir un modèle avec la classe sociale du chercheur, l'influence de sa culture, de son genre dans sa constitution et le soutien que le chercheur apporte à son modèle. Et puis les biais cognitifs qui peuvent aussi lui amener, en bien comme en mal, avec certaines normes sociales qui s'appliquent à l'intérieur même du processus de construction du modèle. Et puis il est soumis bien sûr à la résistance à la nouveauté, à une pression institutionnelle, académique, politique, à une charge de productivité qui est notamment compétitive. Et puis il y a même les connaissances scientifiques que le chercheur peut avoir qui sont soumis à des déterminants sociaux et à des crises et révolutions. Donc voilà, en fait, c'est un ensemble de questions qui se sont posées dans ces années de développement important de la sociologie des sciences sur le lien entre le développement de modèles scientifiques et puis les aspects normatifs, institutionnels et organisationnels de la recherche. Alors dans l'idée de ces décennies, dans les années 30 à 60, il y avait vraiment l'idée d'un aspect normatif fonctionnaliste des modèles, avec la vision de Robert Merton, qui pourrait être un des pères de la sociologie des sciences, et notamment dans la structure normative de la science. Il va considérer que la production des modèles scientifiques comme étant la production d'une institution qui elle-même est tenue par une communauté d'acteurs. Et donc il propose 4 normes formant un ethos de la science. Premièrement, l'universalisme. Le modèle est gardé ou rejeté en fonction de critères objectifs, et c'est vraiment l'idée de la relecture par les pairs dans la publication scientifique. Le communalisme, les modèles sont le produit de processus collectifs et cumulatifs, donc en fait c'est vraiment l'idée de travailler ensemble et pas de garder pour soi le modèle, même si bien sûr il peut y avoir des déviations à cette règle. Un désintéressement, c'est vraiment l'idée de la gratuité de la production scientifique, et puis un scepticisme organisé, c'est la notion d'une critique constante qui permet non seulement le progrès scientifique, mais aussi le fait que le modèle puisse se raffiner au fil du temps.
Alors si on va un petit peu plus loin, la sociologie des sciences essaie de se scientificiser, hein, elle se structure autour de principes scientifiques, et notamment dans cet ouvrage de David Bloor, hein, inspiré plutôt des travaux de Wittgenstein d'ailleurs que de Merton, il propose une sociologie de la connaissance scientifique et pour rendre visible et explicite le caractère construit de tout savoir. Et donc son principe, c'est de base, hein, c'est que la production de connaissances scientifiques répond à des causes cognitives et personnelles, et puis aux chercheurs, et puis sociales. Cognitives parce qu'il faut donc interroger les forces intérieures qui meuvent les agents, on pourrait dire que ça ressort plus ou moins c'est du ressort plus ou moins de la psychologie, et puis sociale, analyser les rapports, les luttes, les erreurs, conflits, intérêts. Et là on est plus sur des rapports anthropologiques entre humains. Et en fait, si on doit réfléchir à une théorie donc sociologique de la connaissance scientifique, hein, réfléchir sur les facteurs sociologiques qui s'appliquent à la connaissance et à la science, on pourrait dire qu'il y a 4 principes. Cette théorie est basée sur 4 principes. D'abord, la théorie doit être causale, elle doit identifier des causes pour expliquer les croyances et les comportements des scientifiques. Pourquoi ont-ils donc promu ce modèle et pas un autre? Pourquoi ont-ils fait ce choix et pas un autre? Elle doit être impartiale vis-à-vis de la vérité ou de la fausseté, c'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit sur la connaissance scientifique, il faut être impartial et ne pas prendre parti avant même d'entamer toute réflexion. Ensuite, d'un principe de symétrie, hein, dans les types d'explications, les mêmes types de causes doivent pouvoir expliquer les croyances jugées vraies ou fausses. Donc là, c'est vraiment donner la parole à chacun de manière complètement symétrique, et donc finalement réflexive, c'est que cette théorie sociologique de la connaissance doit elle-même s'observer elle-même et être soumise à ces principes, avec une certaine réflexivité de la sociologie, ce qui finalement propose d'ancrer la sociologie des sciences de manière beaucoup plus scientifique. Alors il y a une poursuite de la continuation de ce courant, hein, de sociologie des sciences dans les années 80, une microsociologie de Ray Collins, qui propose d'interroger les savoirs tacites des chercheurs qui créent des modèles. Et donc là, on va vraiment s'interroger à l'échelle de la rencontre de plusieurs personnes, en fonction de leurs habitus, leurs pratiques individuelles. On va essayer d'aller interroger le modèle lorsqu'il est en cours de création, avant qu'il soit constitué, stabilisé. Donc on va vraiment interroger dans l'action de la science ce que ça fait de construire un modèle, et c'est pour ça qu'on va parler de microsociologie, hein, au sens vraiment, non pas des grands facteurs institutionnels qui s'appliquent à la science en général, mais vraiment aux facteurs humains, avec leurs déterminants sociaux, hein, qui sont pris en compte dans la construction d'un objet scientifique. Alors, ça nécessite d'interroger les controverses auxquelles sont soumis les scientifiques, les négociations, les étapes de la production, alors, et c'est ce que dit Latour, que les jeux sont encore ouverts et que personne ne connaît le dénouement final. Et c'est pour ça qu'on parle d'approche constructiviste à ce moment, avec bien sûr toute la critique de l'époque de tomber dans une forme de relativisme. La remise en cause d'un modèle est aussi une remise en cause de la compétence du chercheur, de sa légitimité et crédibilité. Et donc on voit que s'interroger sur le modèle en se mettant à la place et dans les yeux du chercheur, c'est aussi interroger ce qui fait que ce chercheur peut vendre, ou en tout cas permettre le développement de ce modèle en fonction de certains critères, notamment de légitimité et crédibilité. Et donc on a comme ça l'importance des interactions entre acteurs et sociologie à partir des années 80. Et donc en 85, dans la continuité aussi de cette pensée, hein, il y a vraiment une volonté de Latour d'unifier ces approches microsociologiques, mais aussi d'éviter toute dissolution constructiviste, hein, qui pouvait aussi être un défaut, qui avait en tout cas certains biais de la connaissance au niveau dans le social. Et Latour et Michel Callon proposaient que c'était vraiment la création de réseaux hétérogènes qui lient ensemble des éléments divers, humains et non humains. La connaissance dans le social peut se définir de cette manière, et autour de 3 principes. Vraiment un principe de traduction proposé par Michel Serres, de controverse d'Harry Collins, comme on l'a vu, et de David Bloor, de symétrie entre les différents objets étudiés et les connaissances jugées vraies ou fausses. Et Latour propose dans la science en action 6 principes de la science en action appliqués aux modèles ici. Les modèles sont la conséquence d'une longue action collective. Il existe des porte-paroles qui font pencher la balance des forces. Jamais de confrontation directe avec la science, comme si elle existait indépendamment d'humains et de non-humains. Et en fait, comprendre les modèles, c'est comprendre ces humains et non-humains qui les portent. La technicité des modèles permet leur extension. Il n'existe que des réseaux plus ou moins longs que d'autres, un petit peu comme un train qui avancerait et qui serait plus ou moins, qui irait plus ou moins loin dans son parcours, et que en fait les modèles scientifiques peuvent détourner ces réseaux, et des différentes orientations peuvent être prises sur ces réseaux ferroviaires. Et puis il y a des ressources le long de ces réseaux, un petit peu comme des gares, qui permettraient d'alimenter le modèle, qui permettent non seulement mobilité, fiabilité, combinaison, cohésion entre modèles, mais aussi stabilité. Et voilà, donc il y a vraiment une notion de théorie d'acteur-réseau. L'acteur est central dans cette pensée-là, mais également de la traduction, puisqu'il faut traduire le langage de différents acteurs.
Alors voilà, pour conclure, bien, on a dans un premier temps une interrogation des années 30 à 60 sur les rapports entre sciences et société, une volonté de sociologiser les sciences, en tout cas de proposer des principes qui rendent rigoureuse cette sociologie des sciences, la notion de la science en train de se faire avec l'étude des controverses avec Harry Collins, et puis enfin des principes pour cette théorie de la traduction avec notamment Bruno Latour. Voilà, merci pour votre attention.